Pendant plus de 40 ans, elle a été la force tranquille derrière la légende. Elle était le pilier, le témoin, et souvent, le sacrifice silencieux. Tandis que le monde entier dansait sur One Love et trouvait du réconfort dans No Woman, No Cry, Rita Marley vivait une réalité que peu pourraient imaginer. Une réalité faite de trahisons si profondes qu'elles en briseraient l'âme, une dévotion si féroce qu'elle frisait le martyr, une réalité faite de balles, de foi inébranlable et de larmes séchées avant de monter sur scène. Le monde connaît Bob Marley, le prophète, l'icône, le messager. Mais le monde ne connaît pas la femme qui a tout rendu possible. La femme qui a porté le poids de l'héritage avant même qu'il ne soit un héritage. Aujourd'hui, à 78 ans, après une vie passée à protéger ce nom, Rita Marley a décidé que son silence ne servirait plus. Les vérités qu'elle a gardées, les histoires qu'elle a tues, éclatent enfin au grand jour, et elle laisse le monde sous le choc. Comment survit-on à une tentative d'assassinat, une balle frôlant le cerveau, pour chanter l'harmonie sur scène à peine 2 jours plus tard? Que signifie, concrètement, préparer le petit déjeuner pour son mari et sa maîtresse, Miss Monde en titre, sous le même toit? Et comment porte-t-on le poids d'un empire qui n'a jamais été vraiment le vôtre, mais qui a toujours reposé sur vos seules épaules? Dans cette vidéo, nous allons au-delà de la fumée et des mythes. Nous allons plonger dans l'histoire incroyable d'Alfarita Constantia Anderson, la femme qui est devenue la gardienne de la flamme. Nous dévoilerons ce que Rita a enfin révélé, les détails crus de sa vie avec Bob, la guerre juridique brutale qui a suivi sa mort, et pourquoi son histoire change absolument tout ce que nous pensions savoir sur la dynastie Marley. Préparez-vous. Ce n'est pas une chanson d'amour. C'est une histoire de survie. La femme derrière la légende. Bien avant que le monde ne connaisse Bob Marley comme une icône planétaire, avant les dreadlocks emblématiques et les hymnes à la paix et à la résistance qui résonneraient des ghettos de Kingston aux plus grandes scènes du monde, il n'était qu'un jeune homme maigre de Trenchtown, en Jamaïque. Un jeune homme avec une guitare acoustique usée, un regard intense et un message qui brûlait en lui. Et à ses côtés, souvent dans l'ombre mais toujours au cœur battant de son histoire, se trouvait Alfarita Rita Marley. Sa partenaire dans la musique, son ancre dans la foi, son bouclier dans les épreuves, et sa femme dans la vie, même lorsque ce mot perdait son sens conventionnel. Leur histoire ne commence pas comme un conte de fées. Elle commence dans la poussière et le rythme de Kingston. Alfarita Constantia Anderson est née à Santiago de Cuba, mais a déménagé très jeune en Jamaïque, élevée par sa tante dans le quartier difficile de Trenchtown. C'était un lieu de pauvreté extrême, de violence politique latente, mais aussi d'une incroyable explosion créative. Les Rude Boys régnaient sur les rues, et la musique ska, puis rocksteady, s'échappait de chaque sound system. Rita était une survivante. Mère célibataire d'une petite fille nommée Sharon, issue d'une relation précédente, elle possédait une voix magnifique et une détermination tranquille. Elle avait formé un groupe vocal féminin, The Soulettes, avec ses amis Marlène Prosciu Gifford et Constantine Dream Walker. C'est là, au milieu des années 60, que leurs chemins se sont croisés. Le lieu était une véritable mecque musicale, Studio One, le légendaire studio d'enregistrement de Clément Coxon Dodd. Bob Marley, déjà membre des Weller avec Peter Tosh et Bunny Weller, était une sorte de mentor, un superviseur pour les nouveaux artistes du label. Il n'était pas l'icône mondiale que nous connaissons. Il était intense, calme, presque timide, mais avec une autorité naturelle. Il a été chargé d'encadrer les Soulettes. Rita se souvient qu'il n'était pas très direct dans ses paroles. Il préférait envoyer des amis, comme Peter Tosh, pour exprimer son intérêt. Il lui écrivait des lettres, des poèmes, qu'il glissait dans sa main. La connexion s'est rapidement intensifiée. C'était plus qu'une simple attirance. C'était une reconnaissance. Deux âmes de Trenchtown qui voyaient plus loin que les clôtures de zinc. Rita a vu en Bob quelque chose d'authentique, une profondeur spirituelle qui n'avait pas encore de nom. En retour, Bob a fait quelque chose de fondamental, il a accueilli la petite Sharon comme sa propre fille, un premier pas vers la construction d'une famille qui deviendrait l'axe central de leur vie. Le 10 février 1966, ils se sont mariés. Rita avait 19 ans. Bob venait d'en avoir 21. Ce mariage, cependant, n'était pas seulement romantique. Il était aussi pragmatique. Bob avait des projets. Sa mère, Cedella, vivait à Wilmington, dans le Delaware, aux États-Unis, et elle lui avait trouvé un emploi. Le mariage facilitait les démarches. Et c'est là que survient le premier grand sacrifice de Rita. Presque immédiatement après leur mariage, Bob est parti pour le Delaware. Il est parti pendant 8 mois, travaillant dans une usine Dupont et sur le quart de nuit à l'hôtel Dupont, économisant de l'argent pour financer son propre label musical, Wayne Sulem. Rita était seule en Jamaïque. Jeune mariée, et bientôt enceinte de leur première fille, Cedella. C'est pendant cette solitude, cette période d'incertitude, qu'un événement transforma non seulement sa vie, mais aussi la trajectoire spirituelle du monde. Le 21 avril 1966, Sa Majesté impériale,
l'empereur Haïlé Sélassié Ier d'Éthiopie, atterrit en Jamaïque. Pour la communauté Rastafari grandissante, ce n'était pas une visite d'État. C'était la venue du Messie, du Dieu vivant, de Jah incarné. Une foule immense, estimée à plus de 100 000 personnes, déferla sur l'aéroport de Palisado. C'était une mer humaine frénétique. Rita était dans cette foule. Elle s'était frayé un chemin jusqu'au front. Alors que l'avion atterrissait, une pluie torrentielle s'abattit, et la foule vit cela comme un signe de purification. L'empereur, un homme de petite taille, apparut en haut des marches, visiblement stupéfait par l'accueil messianique. Il resta immobile. Rita, les yeux fixés sur lui, a vécu une expérience mystique qui définira le reste de sa vie. Elle a juré, et l'a maintenue jusqu'à aujourd'hui, qu'en regardant la main de l'empereur alors qu'il saluait, elle a vu des marques. Les stigmates. Les marques des clous de la crucifixion. Pour Rita, ce moment a scellé une dévotion profonde et à vie envers le rastafarisme. Ce n'était plus une idée, c'était une vérité révélée. Lorsqu'elle a fini par transmettre cette expérience à Bob à son retour du Delaware, cette étincelle a bouleversé sa vision du monde et a donné une direction, un but, à son article. La musique des Wailers est passée de chansons d'amour et de rude boy, à des hymnes de rébellion spirituelle et de justice sociale. Ensemble, ils ont formé un partenariat unique. Sur le plan professionnel, Rita n'était pas seulement la femme de. Elle était une artiste à part entière. Lorsque Peter Tosh et Bunny Wailer ont quitté le groupe en 1974, citant des frustrations avec le management de Chris Blackwell et la mise en avant de Bob, c'est Rita qui a comblé le vide. Elle a formé les Hitries, avec Judy Mowat et Marcia Griffiths. Ce n'était pas un simple groupe de choristes. Elles étaient la fondation harmonique, l'âme spirituelle qui enveloppait la voix prophétique de Bob. Leur son est devenu indissociable de la musique de Bob Marley. Sur le plan personnel, elle était son ancrage. Elle a géré le foyer à travers la pauvreté écrasante, la violence politique endémique et les tournées mondiales incessantes. Leur lien n'était pas conventionnel, mais il était indéniable. Ils ont fondé une famille qui semblait toujours s'agrandir. 3 enfants biologiques ensemble, Cedella, Ziggy et Stephen. Mais leur foyer, loin d'être traditionnel, était un refuge. Il était rempli de musique, de mouvements, de football dans le jardin, et d'un sens profond de la mission. Mais alors que la musique de Bob commençait à guérir le monde, leur propre monde en Jamaïque était sur le point d'exploser. Si vous êtes touché par cette dévotion et les racines de cette histoire incroyable, nous vous serions très reconnaissants de laisser un j'aime sur cette vidéo. Cela nous aide énormément à partager ces récits puissants. Survivre à l'impensable. Au milieu des années 1970, la Jamaïque était un chaudron politique prêt à déborder. Les rues de Kingston étaient le théâtre d'une guerre non déclarée entre les 2 principaux partis politiques. Le Parti national du peuple, PNP, de Michael Manley, au pouvoir, et le Parti travailliste de Jamaïque, JLP, d'Edward Seaga. Les garnisons, ces quartiers contrôlés par des gangs armés affiliés à l'un ou l'autre parti, étaient des zones de non-droit. La violence était quotidienne. Et Bob Marley, devenu un héros culturel, une voix pour les sans-voix, était bien plus qu'un musicien. Il était un symbole. Et dans une guerre de symboles, il était à la fois une cible et un prix. En 1976, Bob a eu une idée. Une idée simple mais radicale, un concert gratuit. Un concert pour la paix, pour unir le peuple au-delà des affiliations politiques. Il l'appela Smile Jamaica. Le Premier ministre Michael Manley a immédiatement soutenu l'idée, mais en politique, rien n'est innocent. Il a fixé la date du concert pour le 5 décembre, juste avant d'annoncer des élections anticipées. Soudain, le concert de paix de Bob Marley ressemblait, aux yeux de l'opposition, à un meeting politique pour le PNP. Bob était piégé. Il a insisté sur le fait que le concert était apolitique, mais la machine était lancée. Il était devenu l'homme à abattre. Le soir du 3 décembre 1976, 2 jours avant le concert, la maison de Bob au 56 Hope Road n'était pas un manoir fortifié. C'était une grande maison en bois, ouverte, un lieu de rassemblement constant. Des musiciens, des amis, des membres de la famille, des rastas, allaient et venaient. La sécurité était minime. Ce soir-là, Bob et les Wailers étaient en pleine répétition dans la pièce principale. Rita venait d'arriver dans sa Volkswagen. Elle s'était garée et se dirigeait vers la cuisine. Imaginez la scène. Le son de la basse, la batterie, la guitare, puis un son différent. Un son sec, métallique, qui déchire la nuit tropicale. 2 voitures blanches ont surgi dans l'allée. Plusieurs hommes armés en sont sortis et ont ouvert le feu. C'était un assaut coordonné. Un homme a vidé son chargeur à travers la fenêtre de la cuisine. Rita était sur la trajectoire directe. Une balle l'a frappée. Elle a ricoché sur le mur et l'a touché à la tête. La balle s'est logée entre son crâne et son cuir chevelu. Elle s'est effondrée, le sang coulant dans ses dreadlocks. Dans la pièce principale, c'était le chaos.
Don Taylor, le manager de Bob, s'est jeté devant lui pour le protéger et a pris 5 balles dans le torse et les jambes. Bob lui-même a été touché. Une balle a frôlé sa poitrine et s'est logée dans son bras gauche. Lewis Griffith, un ami, a également été touché. Le crépitement des tirs a duré quelques secondes, mais a semblé une éternité. Puis, le silence, rompu par les gémissements. Rita a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle était consciente, mais en état de choc. La balle, miraculeusement, n'avait pas pénétré son cerveau. Bob, blessé mais furieux, a réalisé la gravité de la situation. Ce n'était plus de la politique. C'était une tentative d'exécution. Le monde entier a retenu son souffle. Le concert Smile Jamaica était, bien sûr, compromis. Qui pourrait chanter après ça? Qui oserait? Bob s'est caché dans les collines de Strawberry Hill, protégé par des amis. La Jamaïque était sous le choc. L'homme qui chantait la paix avait été abattu. Et c'est ici que l'histoire de Rita Marley prend une dimension légendaire. Le 5 décembre, moins de 48 heures après avoir reçu une balle dans la tête, elle a pris une décision. Bob a décidé qu'il jouerait. Il a dit, « Les gens qui essaient de rendre ce monde pire ne prennent pas de jour de congé. Comment le pourrais-je » Si Bob jouait, Rita serait à ses côtés. Ce soir-là, au National Heroes Park, devant 80 000 personnes, une foule tendue, incertaine, Bob Marley est monté sur scène. Et à sa droite, se tenait Rita Marley. La tête bandée, le sang séché encore dans ses cheveux, elle s'est avancée vers le micro. Elle était là. Les Itris étaient là. Sa présence était un acte de défi plus puissant que n'importe quel discours politique. Sa survie était une protestation. Bob, le bras en écharpe, a livré l'une des performances les plus emblématiques de l'histoire. Il a joué un set court mais d'une intensité féroce. À la fin, il a déboutonné sa chemise pour montrer ses blessures à la foule, puis il a levé les bras, imitant un pistolet, puis les croisant, dans un acte de défi et de pardon. Ils n'ont pas seulement survécu. Ils ont triomphé. Mais le prix était élevé. La Jamaïque n'était plus sûre. Immédiatement après le concert, Bob et Rita ont quitté le pays. C'était le début d'un exil volontaire à Londres. C'est là, dans le froid et le gris de l'Angleterre, loin du soleil et de la violence de Kingston, que Bob Marley allait créer son chef-d'œuvre, l'album Exodus. Le magazine Time le qualifiera plus tard de meilleur album du XXe siècle. C'était un album de survie, de réflexion, d'amour et de révolution. Rita était là, non seulement comme épouse, mais comme partenaire créative, apportant sa voix et son soutien indéfectible alors qu'il versait son âme et sa douleur dans la musique. Mais cet exil à Londres, loin du danger, a ouvert la porte à un autre type de douleur. Une douleur plus intime, plus insidieuse, qui allait tester la foi et l'endurance de Rita d'une manière que même les balles n'avaient pas pu le faire. Le courage de cette femme dépasse l'entendement. Si vous êtes d'accord et que vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de ces histoires extraordinaires. Une vie d'amour et de trahison. Londres a apporté la sécurité physique, mais elle a aussi cimenté la célébrité mondiale de Bob. Avec la gloire sont venues des tentations infinies. Et pour Bob Marley, la monogamie était un concept étranger, presque contraire à ses croyances spirituelles. C'est peut-être l'aspect le plus choquant et le plus difficile à comprendre de leur relation, et c'est celui que Rita a finalement exposé dans sa biographie No Woman, No Cry, My Life with Bob Marley. En tant que Rastafari dévoué, Bob adhérait à une vision du monde où les enfants étaient considérés comme des dons divins de Jah. La procréation était un acte sacré. La retenue sexuelle, telle que prêchée par le christianisme occidental, n'était pas une pratique qu'il suivait. Les enfants, c'est merveilleux, disait Bob dans une célèbre interview. Il n'en faut pas beaucoup, tu sais, juste une gentille fille qui ne prend pas de contraceptif. Ce n'était pas une remarque en l'air. C'était une philosophie de vie. Au cours de sa vie, Bob a officiellement reconnu au moins 11 enfants, issus de cette femme différente. Certaines sources avancent même que le chiffre réel pourrait être plus élevé, avec des rumeurs d'enfants non reconnus dans différentes parties du monde. Sa musique prêchait la fidélité à la vérité, à l'esprit, à Jah. Mais en amour charnel, Bob était dispersé. Pendant son mariage avec Rita, les aventures se sont multipliées. Il ne s'agissait pas d'écarts ponctuels ou discrets. C'étaient des relations parallèles, durables, qui se chevauchaient souvent de manière déroutante. Certains de ses enfants sont nés à quelques jours ou semaines d'intervalle. En mai 1972, il accueille Robert Robbie Marley, né d'une femme nommée Pat Williams. 3 jours plus tard, le 19 mai, naît Rohan Marley, dont la mère est Janet Hunt. Ces 2 naissances survinrent moins d'1 mois après la naissance de Stephen Marley, le propre fils de Rita, né le 20 avril. Vous imaginez la scène? Rita vient d'accoucher de son fils, et dans les 30 jours qui suivent, son mari accueille 2 autres enfants, de 2 autres femmes. Ce chevauchement n'était pas un hasard.
C'était le reflet du désir infatigable de Bob de bâtir un héritage à travers sa descendance, quel qu'en soit le prix émotionnel pour sa femme. Et quel était le rôle de Rita dans tout cela? C'est là que sa force devient presque surhumaine. Rita, qui avait déjà sa fille Sharon, que Bob avait adoptée, a élevé non seulement ses propres enfants biologiques avec Bob, ceux d'Ella, Ziggy, Stephen, mais elle a aussi accueilli et élevé plusieurs de ceux qu'il a eus avec d'autres femmes. Leur maison à Hope Road n'était pas seulement un studio et un lieu de rencontre, c'était une crèche. Rita a élevé Stephanie, née d'une autre femme, mais dont Bob a pris la responsabilité, et a joué un rôle maternel central pour Julian, Karen et Robbie. Dans son livre, Rita confie qu'elle refusait souvent les rapports sexuels avec Bob, non pas par colère, mais par peur. Peur qu'il ne couche avec d'autres femmes sans protection et ne lui transmette des maladies. Son refus n'était pas du rejet, c'était de l'autopréservation et de l'épuisement. Comme on dit, tu serres les dents et tu tiens bon, a-t-elle déclaré à BBC Caribéan. C'est ce que j'ai dû faire, parce que j'étais tellement amoureuse de cet homme. Mais le poids émotionnel était énorme. Rita devait élever des enfants nés d'infidélité, vivre avec le fait que d'autres femmes portaient les enfants de son mari, et maintenir une façade de reine digne en public. Elle a admis plus tard que la jalousie la tourmentait souvent, la rongeait de l'intérieur. Mais elle n'est jamais partie. Pourquoi? Parce qu'elle voyait leur lien comme quelque chose de plus grand que le mariage. C'était spirituel, désigné par Jah. Dieu nous a unis, disait-elle. Avec le temps, elle a dû redéfinir son rôle. Elle n'était plus seulement une épouse. Elle est devenue sa protectrice, son ancre, son ange gardien. Je suis devenue comme sa sœur, sa mère, et son ange gardien, a-t-elle écrit. Elle devait s'entraîner, disait-elle, à voir Bob comme un bon frère aimant plutôt que comme un véritable mari. Et pourtant, le respect fondamental est resté. Il n'a jamais permis à aucune de ces femmes de me manquer de respect, se souvient-elle. Il y avait une entente. Non pas de possession, mais de présence. Rita ne partirait pas. Et Bob, émotionnellement, ne partirait pas non plus. L'une des liaisons les plus publiques et les plus douloureuses pour Rita fut celle avec Cindy Breakspeare. Cindy n'était pas n'importe qui. C'était une beauté jamaïcaine à la peau claire, issue d'un milieu privilégié de Kingston, qui avait remporté le titre de Miss Monde en 1976. Leur relation était un scandale public. Le rude boy Rasta de Tranchtown et la reine de beauté Uptown. C'était impossible à dissimuler, ses talents dans la presse et mettant encore plus de pression sur un mariage déjà fragilisé. Bob lui a écrit l'une de ses plus belles chansons d'amour, Turn Your Lights Down Low. En 1978, Cindy a donné naissance à Damian Marley, aujourd'hui connu sous le nom de Junior Gong, l'un des héritiers musicaux les plus célèbres et talentueux de Bob. Rita a enduré. Elle a même décrit dans son livre des moments d'une absurdité tragique, comme préparer le petit déjeuner pour Bob et Cindy dans leur propre maison. Cindy n'était pas seule. D'autres femmes comme Anita Belnavi, championne de tennis de table, a donné naissance à Kimani Marley. Lucy Pounder a eu Julian Marley. La liste s'allongeait. Ce qu'elles avaient en commun, c'était d'avoir porté l'enfant d'un homme émotionnellement souvent absent, physiquement indisponible, et partagé entre une mission mondiale et de multiples foyers. L'une des histoires les plus déchirantes est celle de Makeda Janesta Marley, née de sa dernière maîtresse, Yvette Crichton. Makeda est née à Miami, quelques semaines après la mort de Bob. Elle n'a jamais connu son père. Elle a grandi aux États-Unis, largement coupée de l'empire musical et du mythe que le nom de son père était devenu. Malgré ce chaos, les enfants de Bob ont trouvé leur propre voie. Ziggy, Stephen et Damian sont devenus des artistes lauréats de Grammy Awards. Julian et Kimani ont fait leur nom dans le reggae et le hip-hop. D'autres se sont tournés vers les affaires, le sport, ou une vie privée. Mais la dynamique familiale n'a jamais été simple. Certains frères et sœurs se connaissaient à peine durant leur enfance. Certains se sentaient plus proches de Rita que de leur propre mère biologique. D'autres se sont battus pour trouver leur place dans une famille aussi vaste, célèbre et fragmentée. En public, la marque Marley projetait l'unité. Une coalition arc-en-ciel d'enfants souriants, de collaboration musicale et d'hommages communs. Mais en privé, les fissures persistaient. Derrière chaque photo de famille se cachait une histoire de douleur, de jalousie et de confusion. Le monde voyait One Love, mais ceux à l'intérieur du cercle Marley connaissaient le prix de cette vision. Bob chantait la paix, mais sa vie amoureuse semait la guerre dans les cœurs de ses proches. Et pourtant, ils ont tenu bon. Rita a tenu bon. Le monde vénère toujours Bob Marley comme un prophète, un messie musical, un symbole d'espoir. Mais derrière l'icône se cachait un homme plein de contradictions, fidèle à sa musique mais pas à son mariage, dévoué à sa famille mais incapable de la contenir. Sa vie fut légendaire, mais non sans dommages collatéraux. C'est un sacrifice presque inimaginable. Qu'auriez-vous fait à sa place? Pensez-vous que sa dévotion spirituelle justifiait cette souffrance personnelle? Dites-le nous honnêtement dans les commentaires ci-dessous.
La mort du prophète et la naissance de la guerre. La fin est arrivée bien trop tôt. En 1977, au sommet de sa gloire, lors d'un match de football à Paris, Bob s'est blessé à l'orteil. La blessure ne guérissait pas. Lorsqu'il a finalement consulté un médecin, le diagnostic est tombé, brutal. Un mélanome acral lentigineux, une forme rare et agressive de cancer de la peau, avait été trouvé sous l'ongle de son gros orteil. Les médecins ont été clairs, il fallait amputer l'orteil pour arrêter la propagation. Pour Bob, ce n'était pas une simple procédure médicale. C'était une violation de sa foi rastafari. Un rasta ne se laisse pas démembrer, disait-il. La Bible, Lévitique 21h5, interdit de se faire des balafres ou de couper sa chair. Il a refusé l'amputation, optant plutôt pour une greffe de peau, retirant simplement l'ongle et le lit de l'ongle. Pendant 3 ans, il a continué à tourner, à enregistrer, à vivre, comme si de rien n'était. Il a joué le célèbre concert One Love Peace en 1978, unissant sur scène les rivaux politiques Michael Manley et Edward Seaga. Il a joué au Zimbabwe pour célébrer l'indépendance du pays. Mais le cancer ne prenait pas de pause. En 1980, lors d'une tournée aux États-Unis pour promouvoir l'album Uprising, la maladie l'a rattrapé. Il s'est effondré lors d'un jogging à Central Park. Des examens ont révélé la terrible vérité, le cancer s'était métastasé. Il avait envahi ses poumons, son foie, et son cerveau. Les médecins de New York lui ont donné quelques semaines à vivre. Refusant d'abandonner, Bob s'est tourné vers des traitements alternatifs. Il s'est envolé pour l'Allemagne, à la clinique du docteur Joseph Issel, en Bavière, pour un traitement holistique controversé. Et qui était à ses côtés, à chaque étape de cette épreuve finale? Rita. Elle l'a accompagné en Allemagne, vivant dans le froid bavarois, loin de chez elle. Elle l'a soigné, l'a soutenu, a prié avec lui. Elle préparait ses repas, lui lavait les cheveux alors qu'il perdait ses dreadlocks à cause des traitements. Elle a regardé l'homme le plus vibrant qu'elle ait jamais connu dépérir. Leurs derniers jours ensemble étaient calmes, sacrés. L'un des derniers cadeaux reçus par Bob était une bague de la royauté éthiopienne, offerte par le fils d'Haïlé Sélassié, contenant, dit-on, des reliques du roi Salomon. Il l'a portée jusqu'à la fin. Peu de temps avant sa mort, Bob a pris une décision qui a choqué certains Rastas mais a apporté la paix à Rita. Il a été baptisé dans l'église orthodoxe éthiopienne, prenant le nom de Beran Selassie, lumière de la Trinité. Pour Rita, c'était la confirmation finale de leur voyage spirituel commun. Après 8 mois en Allemagne, les médecins ont déclaré qu'il n'y avait plus rien à faire. Bob voulait mourir chez lui, en Jamaïque. Mais il était trop faible pour faire le voyage complet. Son avion a atterri à Miami. Le 11 mai 1981, à l'hôpital Cedar of Lebanon, entouré de sa famille, Bob Marley est décédé. Il n'avait que 36 ans. Rita a décrit plus tard sa mort comme une chute. La perte de sa force, de son homme, de son premier amour. Mais elle ne s'est pas effondrée. Elle ne le pouvait pas. Le monde entier a pleuré la perte d'un prophète musical. Mais pour Rita Marley, le deuil allait devoir attendre. Car à peine son mari avait-il rendu son dernier souffle qu'une nouvelle bataille commençait. Une bataille non pas pour son âme, mais pour son héritage. Et cette bataille allait être plus laide, plus longue et plus douloureuse que tout ce qu'elle avait enduré jusqu'alors. Bob Marley, l'homme qui parlait de justice et d'ordre, est mort sans testament. Ce simple fait, ou plutôt cette absence de documents, a plongé sa famille dans un chaos juridique qui allait durer des décennies. Son refus de rédiger un testament n'était pas un oubli. Comme pour son refus de l'amputation, c'était lié à sa foi. Pour un Rasta, parler de la mort, la planifier, c'était en quelque sorte la reconnaître, la valider, alors que la vie est éternelle, life is ever living. Mais dans le monde de Babylone, le monde de la loi et de la finance, l'absence de testament est une catastrophe. Lorsque Bob est mort intestat, c'est la loi jamaïcaine qui a régi son patrimoine, estimé à environ 30 millions de dollars à l'époque, une somme colossale, qui vaut des centaines de millions aujourd'hui. Selon la loi, Rita, en tant que veuve, ne recevait que 10% de la succession et un droit d'usufruit sur 45% supplémentaires, le reste devant être partagé équitablement entre tous les enfants. Mais quels enfants? Bob en avait reconnu 11, de cette femme différente. Tous n'étaient pas légalement reconnus au moment de sa mort. Des dizaines d'autres individus ont commencé à affirmer être des enfants de Bob Marley, réclamant leur part. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant tragique, révélant une Rita désespérée, poussée à la faute. Peu après la mort de Bob, Rita Marley, terrifiée à l'idée de perdre le contrôle de l'héritage de son mari au profit des administrateurs de la succession et des banques, a commis un acte qui allait la hanter. Avec l'aide de l'avocat de la famille, David Steinberg, et d'un comptable, elle a falsifié la signature de Bob Marley sur plusieurs documents clés. Ces documents, antidatés pour paraître avoir été signés avant sa mort, visaient à transférer des parts de société et des droits d'édition précieux directement à son nom.
C'était un coup de dé désespéré pour garder l'empire Marley entre les mains de la famille. Mais le stratagème fut rapidement découvert. La fraude a éclaté au grand jour. Les tribunaux jamaïcains ont été saisis. Rita Marley, la reine du reggae, a été publiquement accusée de fraude et de conspiration. C'était une humiliation totale. Elle a été destituée de son rôle d'administratrice de la succession, et l'ensemble du patrimoine a été placé sous contrôle judiciaire. La confiance au sein de la famille Marley, déjà fragile, s'est brisée. Pendant ce temps, d'autres acteurs sont apparus, sentant l'odeur du sang et de l'argent. D'anciens membres du groupe, des producteurs, des parents éloignés, chacun revendiquant une part du trésor Marley. Chris Blackwell, le patron d'Island Records, l'homme qui avait propulsé Bob sur la scène internationale, s'est retrouvé dans une position délicate. Certains membres de la famille l'accusaient de profiter de l'héritage, tandis que d'autres le voyaient comme le seul capable de gérer le labyrinthe commercial. Les enfants, menés par Ziggy, ont dû faire face non seulement à la perte de leur père, mais aussi à une famille en guerre. Ils ont même fini par poursuivre leur propre mère, Rita, et Chris Blackwell, pour des questions de droit et de redevance. Imaginez. Les enfants que Bob avait eus avec Rita, et ceux qu'il avait eus avec d'autres, se sont retrouvés de différents côtés d'une salle d'audience, se disputant les restes d'un empire. L'une des batailles les plus amères a concerné la vente du catalogue musical de Marley. Les administrateurs de la succession, pour payer les dettes et les impôts, ont voulu vendre le catalogue à Chris Blackwell pour la somme, qui semblait dérisoire, de 8,2 millions de dollars. Rita et les enfants se sont battus bec et ongles, portant l'affaire jusqu'au conseil privé du Royaume-Uni, et ont finalement gagné. Mais l'unité était rare. Pendant près de 10 ans, l'héritage de Bob Marley a été gelé, pillé par les frais d'avocat, et terni par les scandales. C'est une histoire tragique de voir comment l'absence d'un simple document a pu déclencher une telle guerre. Si vous découvrez ces détails choquants, un petit like pour soutenir notre chaîne serait vraiment apprécié. La gardienne de la flamme. Ce qui s'est passé ensuite est le véritable testament de la résilience de Rita Marley. Humiliée par le scandale de la falsification, attaquée en justice par ses propres enfants, et mise à l'écart de la gestion de l'héritage, elle aurait pu disparaître, amère et vaincue. Elle a fait le contraire. Elle a compris que la bataille ne se gagnerait pas dans les tribunaux, mais dans les cœurs. Si elle ne pouvait pas contrôler l'argent, elle contrôlerait le mythe. Elle est devenue la gardienne de la flamme, l'architecte de la légende posthume de Bob Marley. Elle a pris les rênes de Tuff Gong Studio, le studio que Bob avait construit, et en a fait une entreprise viable. Elle a supervisé la transformation de leur maison au 56 Hope Road en musée Bob Marley, qui est aujourd'hui l'attraction touristique la plus visitée de Jamaïque. Et surtout, elle a travaillé en coulisses avec Chris Blackwell. Malgré leurs différends, ils avaient un objectif commun, préserver l'héritage. C'est de leur collaboration qu'est né l'album Legend en 1984. Legend n'était pas un simple best-of. C'était une curation géniale. Il a lissé les aspects les plus militants et spirituellement denses de Bob, pour présenter au monde une icône de paix, d'amour et d'unité. C'est l'album qui a fait de Bob Marley une superstar mondiale, bien plus grande de son vivant. C'est l'un des albums les plus vendus de tous les temps, restant dans les classements pendant des centaines de semaines. Et Rita était au centre de tout cela. Elle a également poursuivi sa propre carrière musicale, sortant des albums solo qui ont été nommés aux Grammy Awards, prouvant qu'elle était une artiste à part entière. Mais son œuvre la plus importante est peut-être sa philanthropie. Elle a fondé la Rita Marley Foundation, une organisation caritative qui œuvre pour la réduction de la pauvreté, l'éducation et l'émancipation des femmes et des enfants, non seulement en Jamaïque, mais aussi sur le continent de leurs ancêtres. Dans les années 2000, Rita a pris une décision qui a bouclé la boucle de son voyage spirituel. Elle a déménagé au Ghana. Elle y a été couronnée Nana Rita, reine-mère, d'un village de développement, où elle a construit une clinique, une école et un studio. Elle a trouvé en Afrique la paix et le respect qu'elle n'avait pas toujours eu ailleurs. Aujourd'hui, l'Empire House of Marley est une entreprise multimilliardaire, gérée par les enfants de Bob principalement Ziggy, Stephen et Cedella. Ils vendent tout, des casques audio écologiques au café, en passant par des produits à base de cannabis. La valeur de la succession dépasse de loin les 500 millions de dollars. Bob Marley figure constamment sur la liste Forbes des célébrités décédées les mieux rémunérées. Cette stabilité financière, cette unité commerciale, n'a été possible que parce que Rita a tenu bon pendant les années de chaos. Elle a absorbé les coups, les trahisons, les humiliations, et a maintenu la famille, et le nom, ensemble. Sans elle, a dit son fils Ziggy, rien de tout cela ne se serait produit. La carrière de mon père ne serait pas ce qu'elle est. Aujourd'hui, à 78 ans, Rita Marley est en grande partie retirée de la vie publique. Elle vit à Miami, entourée de ses enfants et petits-enfants. En 2016, elle a subi un grave AVC qui a affecté sa parole et sa mobilité, la plongeant dans un silence plus littéral.
Mais son dernier mot n'avait pas encore été dit. Le film Bob Marley, One Love, sorti en 2024, n'est pas seulement un biopic. C'est la version de Rita. Elle est productrice exécutive, tout comme Ziggy et Cedella. Le film se concentre sur la période de 1976 à 1978 où la tentative d'assassinat, l'exil à Londres, la création d'Exodus. C'est l'histoire de leur survie ensemble. C'est son testament final, sa façon de s'assurer que le monde comprenne non seulement l'icône, mais aussi la femme qui se tenait à ses côtés, la tête bandée, refusant de tomber. Pendant des années, le monde a vu Bob Marley comme un prophète de paix, un révolutionnaire, un messie musical. Mais derrière les hymnes et la légende, il y avait une femme silencieuse, constante, marquée. Rita Marley a enfin levé le voile. Et ce qu'elle a révélé n'était pas seulement douloureux, c'était profondément humain. L'histoire de Bob Marley n'est pas seulement celle d'un homme, c'est l'histoire d'un couple qui a survécu au bal, à la trahison, et même à la mort. Et maintenant, à vous de répondre. Le sacrifice de Rita était-il un acte de dévotion ultime ou la tragédie d'une femme piégée par l'amour et la foi? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire incroyable vous a touché, si vous voulez découvrir d'autres vérités cachées derrière les plus grandes légendes, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager, et surtout, de vous abonner. Car derrière chaque icône, il y a souvent une vérité qu'on n'a jamais pris le temps de questionner. Jusqu'à aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés.